Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo puisqu'on va continuer en fait la série que vous avez bien aimée, qui est la série L'histoire derrière Mindhunter. J'adore traiter des tueurs en série qui sont qui figurent dans cette série. Et aujourd'hui le tueur en série qu'on va voir c'est Jerry Brudos. Donc Jérôme Henry Brudos, il naît le 31 janvier 1939 à Webster, dans le Dakota du Sud. Il est issu d'une famille qui est assez aisée financièrement. Son père, lui, il est fermier et sa mère, elle s'appelle Eileen Brudos, elle est à la maison. Et puis il a aussi un frère aîné qui lui s'appelle Larry. Quand il a 5 ans, sa famille déménage dans l'Oregon, plus précisément à Portland. Et comme je l'ai dit, la famille est assez aisée et sa mère se permet des petites folies financières. Elle s'achète des beaux vêtements, elle s'achète aussi des chaussures à talons ou autres accessoires féminins qui la mettent en valeur et qui coûtent assez cher à l'époque, enfin que tout le monde ne peut pas se permettre. Et c'est à cette époque que Jerry développera une fascination pour les chaussures à talons en particulier, puisqu'il s'amuse beaucoup à emprunter les chaussures de sa mère, à les mettre, à défiler avec et tout. Mais quand sa mère s'en rend compte, elle n'est vraiment pas contente et elle tente de le remettre à sa place, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer à ce stade-là. Mais en tout cas, elle ne trouve pas ça normal pour un petit garçon d'aimer les chaussures à talons et donc il se fait punir à chaque fois. Elle viendra même à brûler des chaussures à talons pour lui montrer à quel point c'est mauvais. L'année suivante, donc Jerry a 6 ans, il passe en classe de CP et il redéménage en Californie, plus précisément à Riverton, et donc c'est là-bas qu'il fera son entrée en CP. Et sa fascination pour les chaussures à talons, malgré les punitions de sa mère et tout, elle s'arrête pas du tout, parce qu'il aime toujours autant ça. Et il se fera d'ailleurs prendre à l'école il aura volé une paire de talons à sa maîtresse et un de ses camarades l'aurait dénoncé, donc il se serait fait prendre et aurait avoué en fait avoir pris tout simplement la paire de talons. Donc à cette époque il est en classe de CP, l'année se passe mais malheureusement il va échouer pour passer dans la classe au-dessus. Sa santé lui joue des tours aussi à ce moment-là puisque c'est dans la même période qu'il sera diagnostiqué avec une rougeole et il se plaindra beaucoup de maux de gorge et attrapera une laryngite. Et d'ailleurs, à cause de toutes ces infections fongiques, je crois que c'est ça le mot, il sera opéré pour éviter que ce genre d'infection ne revienne. Mais le petit Jerry se plaint également beaucoup de maux de tête qui lui brouilleraient la vue. Mais là, les médecins ne trouvent rien de spécial, ne trouvent pas de raison, en fait, de cause. Et donc les parents, en fait, lui donneront tout simplement un placebo en pensant que c'est dans la tête de leur fils et qu'avec le temps, ça va passer et qu'il n'aura plus ces maux de tête. Lorsque Jerry a 8 ans, les parents partent de la Californie pour retourner dans l'Oregon et c'est à ce moment-là que Jerry s'infiltrera dans les maisons de ses voisines pour aller y prendre soit des sous-vêtements, soit des effets personnels très féminins ou les fameuses chaussures à talons qui le fascinent depuis qu'il est tout petit. Donc il commence déjà par entrer par effraction chez ses voisines pour dérober ces objets qu'il affectionne tant. Ce ne sont que des infractions, on va dire, vraiment mineures, c'est un enfant en plus qui s'incruste dans des maisons, mais tout ça va bien entendu dégénérer avec le temps. Donc là on est rendu en 1952, son frère Larry a 16 ans, et lui aussi commence à développer des fantasmes un peu étranges, puisqu'il s'amuse à dessiner des femmes nues, il en dessine beaucoup, collectionne les dessins et les cache. Sauf que Jerry, comme petit frère, va aller fouiller et va trouver ces dessins qu'il va trouver étranges, enfin qu'il va garder avec lui pendant un temps, et en fait sa mère va trouver les dessins en la possession de Jerry et va croire qu'ils appartiennent à Jerry. Et donc en fait elle est fermement opposée à toute allusion sexuelle, tabou, elle n'en parle absolument pas, et quand elle découvre que son fils aurait dessiné des femmes nues, clairement ça ne va plus du tout dans sa tête et elle se met à le punir violemment pour qu'il cesse tout ça puisqu'elle considère que ça a des déviances en fait. Donc en 1955, 3 ans après cet incident des dessins de son frère, Jerry a à son tour 16 ans et lui commence à avoir des fantasmes plus qu'étranges envers de jeunes filles, puisqu'en effet il rêve de capturer une fille et de la forcer à obéir à ses ordres, donc des ordres qui
sont bien entendu extrêmement malsains. Cette même année, donc l'année de ses 16 ans, il redéménage encore une fois, cette fois-ci pour aller à Corvallis. Et le grand frère de Jerry, Larry, entre à l'université où il va étudier l'électronique. Et Jerry, lui, continue de voler des chaussures et des sous-vêtements qu'il utilise pour se masturber. Il finit même par avoir le coup de cœur pour une fille qu'il trouve très jolie et en fait il va décider de la piéger, c'est-à-dire qu'il va l'inviter chez lui et pendant qu'elle sera sur le chemin de son domicile, il va mettre une cagoule et l'agresser sur ce chemin. Il la traîne dans un coin, la force à se déshabiller et prendra des photos d'elle nue. Il la menace d'un couteau, la force donc à se mettre nue et après avoir pris les photos, il s'en va en courant. Il reviendra ensuite sur son chemin, sur le chemin de la jeune fille pour aller à sa rencontre, cette fois-ci sans la cagoule bien sûr. La jeune fille ne se doute pas une minute qu'elle a eu affaire à Jerry, qui est comme un ami finalement. Et là, Jerry s'approche et elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Il est dévasté, il dira même avoir vu quelqu'un partir en courant, donc il dit avoir vu le coupable, le potentiel coupable, alors que c'est lui-même qui a commis ce crime, et il ira accompagner la jeune fille pour porter plainte même à la police. L'année suivante, l'agression qu'il avait commise sur la jeune fille ne l'a pas freiné du tout, au contraire, il veut toujours aller plus loin et il enlèvera une jeune fille. Il enlèvera cette jeune fille et l'assommera et l'amènera dans une ferme abandonnée. Sauf que là, en fait, les cris de la jeune fille alerteront un couple qui va prévenir la police. La police vient sur les lieux et Jerry s'en ira à leur rencontre pour dire qu'en fait, il a entendu des cris aussi, qu'il est venu pour secourir la jeune fille. Sauf que le couple, en entendant cette version de ce jeune homme qui sort de nulle part, trouve ça suspect et en fait la police trouvera ça aussi suspect après avoir entendu les soupçons de la part du couple et retournera voir Jerry et dans sa voiture ils trouveront plusieurs choses. Les doutes de la police se confirment puisque dans sa voiture ils trouvent donc des photos, un appareil photo, les vêtements de la fille et donc là il est arrêté pour agression et voie de fait puisque ça paraît évident, c'est lui qui a commis ce crime. La justice lors de son jugement l'enverra dans un hôpital psychiatrique pour qu'il soit soigné et diagnostiqué surtout puisqu'on lui trouvera une déviance sexuelle avec du fétichisme bien entendu puisqu'il est obsédé notamment par les chaussures à talons et puis d'autres accessoires féminins. On découvre aussi qu'il a cette relation haine-amour avec sa mère qui en fait qu'il répand sur toutes les femmes et pour lui toutes les femmes sont pareilles et il s'en prend à ces femmes comme pour s'en prendre à travers ces femmes à sa mère en fait. C'est le cas de beaucoup de tueurs en série qui ne s'en prennent pas directement à l'objet de leur haine ou de leurs maux mais trouvent des substituts. Il sera finalement diagnostiqué comme schizophrène et il sera relâché seulement 9 mois plus tard. Il obtient son diplôme et en 1957, il intégrera l'université qu'il quitte assez rapidement pour s'engager dans l'armée. En 1960, il a 21 ans et il retournera chez ses parents qui eux sont restés à Corvallis. Un soir, donc autour de chez ses parents toujours, il finit par suivre une fille sur laquelle il a eu un coup de cœur et il finira par l'étrangler jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente pour ensuite lui voler ses chaussures. Cette agression, elle est dans la même lignée que les deux précédentes et en fait, c'est des agressions qui sont sans but de tuer la jeune fille qui l'étrangle ou qui l'agresse ou qui menace ou quoi, mais simplement de lui voler des objets qui lui appartiennent et qui sont l'objet de son fantasme, mais bien sûr tout ceci va dégénérer très vite et va conduire à l'irréparable. En 1962, il travaille à la radio à ce moment-là et il rencontrera sa femme qui s'appelle Darcy Meitsier et elle a à l'époque 17 ans. Quelques mois plus tard, après leur rencontre, ils se marient et dans la foulée, ils ont leur première fille qui s'appelle Megan. Donc tout va extrêmement vite dans leur couple. Mais il y a déjà des déviances de la part de Jerry au sein même de son couple qui montrent que psychologiquement déjà il va pas très bien puisqu'il demande en effet à sa femme notamment de faire le ménage nu pendant que lui la prend en photo. Elle doit porter seulement des talons, donc encore une fois il y a les talons qui reviennent beaucoup dans son délire fétichiste. Donc il déménage ensuite sur la côte ouest. En 1967 donc il déménage à Portland et il travaille là-bas comme électricien. Le couple a rapidement ensuite un autre enfant qui s'appelle Jason et cette fois-ci sa femme refusera
que Jerry assiste à l'accouchement, alors que lui est très impatient d'accueillir son fils et a très envie de voir ça, mais sa femme refusera, donc ça le mettra particulièrement en colère en fait. À partir de là, il se met vraiment à régresser puisqu'il continue toujours de voler des sous-vêtements et des chaussures, et ça de plus en plus. En fait, il revient vraiment à ses premiers délits où il volait chez ses voisines, et donc là il recommence à faire ça suite au refus de sa femme d'assister à l'accouchement de son fils. Ça lui a fait un choc et du coup il régresse grandement. Donc il suivra une femme qui va suivre jusque chez elle et va pénétrer dans sa chambre alors qu'elle est endormie. Il veut à la base simplement lui voler des chaussures, mais celle-ci va se réveiller et Jerry va paniquer. Il va l'emmener donc dans la salle de bain et va finir par l'étouffer dans la baignoire avant de la violer, de lui prendre ses chaussures et de finalement s'enfuir. Il ne sera bien entendu pas pris pour ce crime, ni même inquiété par la police. Et puis, suite à ça, dans sa vie personnelle, il va avoir un gros accident à son travail, puisque donc il est électricien, comme je l'ai dit, et il va avoir une grosse décharge à son travail. Et suite à cette décharge, il ne va pas du tout aller à l'hôpital, comme on lui préconise, mais lui va décider que ça passera tout seul. Sauf qu'en fait ça ne passe pas vraiment puisqu'il a des séquelles suite à ça, il a de grosses migraines et selon ses dires, ça lui cause même des pertes de conscience de temps à autre. Le 26 juin 1968, Linda Slawson, 22 ans, fait du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies et elle atterrit chez Jerry Brudos. Jerry la fait rentrer et par je ne sais quel stratagème parvint à la convaincre de la suivre dans le garage. Et en fait le garage c'est vraiment la pièce de Jerry, c'est-à-dire qu'ils ont un accord avec sa femme. Sa femme doit sonner à une sonnette pour avoir l'autorisation d'entrer, sinon elle n'est absolument pas autorisée à rentrer, et ils respectent vraiment cet accord tacite entre deux. Quand il a finalement mené Linda dans son garage, il commence à la frapper avec une planche avant de l'étrangler à mort. Il lui enlève ses vêtements et lui en met d'autres qui font partie des vêtements en fait qu'il a volés, puisqu'il a accumulé au fil des années beaucoup de vêtements, de sous-vêtements qu'il a volés à d'autres femmes, et il l'habille avec ces vêtements-là avant de la mettre dans des poses assez suggestives et d'en prendre des photos. Quand il a fini son macabre shooting, il lui coupe le pied gauche et le met dans un talon pareil qu'il a volé, qu'il conservera au congélateur. Le reste du corps, lui, il s'en débarrasse en le jetant du haut du pont Willamette, donc dans la rivière. Donc son corps disparaîtra comme ça puisqu'il est lesté en plus, donc il restera bien au fond de la rivière. En juillet 1968, Stephanie Vico disparaît à Portland, mais on n'a pas plus de renseignements finalement, on n'a pas de certitude que ce soit lui, puisque Jerry Brudos n'a avoué que 3 crimes alors qu'il est soupçonné dans 12 autres meurtres. Quoi qu'il en soit, le 26 novembre, Jan Susan Whitney est âgée de 23 ans et elle tombe en panne sur le bord de la route. Et là, elle croisera Jerry, qui lui est en voiture, et qui propose de l'amener chez lui, d'où elle pourra en fait appeler une dépanneuse, puisque lui a le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il fallait bien un domicile, et donc il lui propose de l'emmener chez lui. Elle accepte bien sûr, sans se douter un seul instant qu'elle vit ces derniers moments. Il n'a même pas le temps de l'amener à son domicile, qu'ils sont dans la voiture, et lui va se mettre à l'étrangler avec une lanière en cuir. Donc elle va mourir des suites de cet étouffement, de cette asphyxie. Et puis il va la violer post-mortem. Son corps est amené chez lui bien sûr, et pendant plusieurs jours, il va être suspendu à une poulie dans son garage. Et il va prendre plaisir à la prendre en photo pendant ces jours où elle va rester suspendue. Il va en plus de ça violer son cadavre à plusieurs reprises pendant plusieurs jours, et il va finir par lui couper un sein qu'il va mouler dans de la résine, puisque ça il l'a fait plusieurs fois déjà. Il coupe des parties comme ça des femmes qu'il tue pour en faire des moules. Il se débarrassera ensuite du corps au même endroit que le corps de Linda, et d'ailleurs en même temps se débarrassera du pied de Linda qu'il avait gardé dans son congélateur et qui depuis le temps a pourri. Le 27 mars 1969, l'année suivante, Karen Sprinkler, qui est âgée de 19 ans, disparaît. Alors Jerry l'a trouvée donc sur un parking où il l'a menacée d'un couteau et donc l'a forcé à le suivre jusque dans son garage. Et là, il va lui faire changer de tenue plein de fois pour la prendre en photo. À ce moment-là, elle est encore vivante. Mais malheureusement, il finira par la violer et par l'étrangler avec la poulie à laquelle, souvenez-vous, Jan a été suspendue pendant plusieurs jours. Il a des relations sexuelles avec le cadavre et coupera aussi ses seins pour en faire des moules comme il l'avait fait
pour Jeanne et finira par se débarrasser du corps dans la rivière Willamette. Cette fois-ci, on a 2 témoins, donc ce sont 2 jeunes filles qui disent avoir vu un homme grand, elles le décrivent en tout cas comme ça, qui était présent avec Karen, mais malheureusement cette description ne suffit pas pour mener les policiers vers Jerry ou pour avoir des suspects en fait, puisque c'est une description qui est bien entendu trop vaste et pas assez précise pour savoir avec précision si c'est bel et bien Jerry. Le 21 avril, Jerry agressera Sharon Woods, qui est âgée de 24 ans, mais celle-ci va se défendre en le mordant de toutes ses forces. Et il se prend de colère et va se mettre à la frapper, mais au même moment, une voiture va passer et Jerry va tout simplement prendre la fuite parce qu'il va prendre peur d'être pris en fait. Du coup, il va partir. Le lendemain, il retente un enlèvement sur la personne de Liane Brumley, qui est âgée de 14 ans à l'époque, mais celle-ci parvient heureusement à s'enfuir. Dans la même journée, Gloria Jean Smith, 15 ans, est victime aussi de Jerry, mais celle-ci, encore une fois, arrive à s'échapper et identifiera même Jerry comme l'homme qui a tenté de l'enlever. Le 23 avril, il enlève Linda Dawn Saleh, 19 ans, et cette fois-ci, celle-ci ne s'en tire pas malheureusement puisqu'il la viole, la tue par asphyxie et selon ses dires, il joue avec le corps avant de s'en débarrasser comme ses autres victimes dans la rivière Willamette. La police, avec toutes les disparitions qui se passent et tout, commence à avoir des soupçons sur le fait que ce serait potentiellement un tueur en série qui est en fait recherché et donc ils vont mettre en fait de côté des pistes qu'ils pouvaient avoir pour se concentrer sur celle-ci. Le 10 mai, il y a un pêcheur qui va découvrir le corps de Linda et seulement 2 jours plus tard, le corps de Karen Sprinkler remonte également et retrouvé également aux abords de la rivière Willamette. En mai 1969, Jerry tente d'entrer en communication avec des jeunes filles qui font partie de sororité et il tente en fait de les attirer à lui pour avoir des rendez-vous avec elles, mais les jeunes filles en fait commencent à se poser des questions, trouvent ça bizarre déjà, et elles préviendront la police que cet homme est suspect. Et donc la police ira pour interroger Jerry, mais au premier interrogatoire, Jerry semble tout à fait clean, il ne semble rien avoir à se reprocher, il semble très calme, très sérieux, donc la police finira par le relâcher. Mais la police se dit quand même qu'il y a un petit problème derrière tout ça, que c'est un peu suspect, et heureusement, puisqu'ils vont retourner voir Jerry, et cette fois-ci pour perquisitionner sa maison. Et là, ils vont trouver, bien entendu, plein de choses. Ils trouvent plein d'objets suspects, dont des photos de femmes nues, des vêtements et même une liste de noms de jeunes femmes qui auraient pu être par la suite des potentielles victimes. En fait, donc heureusement qu'ils ont eu la brillante idée d'aller perquisitionner son domicile. Donc pour l'instant, bien sûr, il n'est pas relié à tout un tas de meurtres, il n'y a pas non plus des preuves de son meurtre. En tout cas, ça n'a pas encore été analysé, les vêtements qui ont été retrouvés à son domicile ou les photos de femmes n'ont pas encore été identifiés. Donc le 28 mai 1969, il a 30 ans et la police obtient finalement déjà un mandat d'arrêt pour tentative d'enlèvement sur Liane Brumley. C'est une manière donc de le tenir et de faire en sorte qu'il ne puisse pas recommencer, ou en tout cas le temps que l'enquête vraiment progresse et qu'ils accumulent les preuves pour être sûr de le coincer pour bien d'autres crimes. Le 2 juin, donc il est en détention et lors d'un entretien avec sa femme, il va essayer de la convaincre de brûler les vêtements de femmes qu'il a chez lui, qui sont pour certains d'entre eux des vêtements de ses victimes. Et fort heureusement, sa femme va refuser. Et il finira par tout avouer à la police parce que, avec le refus de sa femme, de toute façon, la police aurait trouvé tôt ou tard à qui appartenaient ces vêtements et c'était peine perdue, donc il décide d'avouer. Ces aveux permettent de retrouver le corps de Linda Slawson et de Jan Whitney et le 27 juin, il est finalement inculpé de 3 chefs de meurtre et il est condamné à 3 peines à perpétuité. Le 8 juillet, sa femme, elle, passe devant un juge parce qu'il y a un témoin qui l'aurait vu aider son mari à transporter un corps jusque dans le garage, sauf que le 25 septembre, son procès va s'ouvrir et finalement, elle va être relâchée et pas condamnée du tout. Elle est donc déclarée non coupable et finit par divorcer et déménager loin en obtenant l'interdiction que ses enfants aillent voir leur père ou même entrent en contact avec lui. Donc ils n'ont plus rien à faire ensemble. Jerry de son côté, lui bien sûr ne sortirait jamais de prison, c'était vu comme ça. Et d'ailleurs, il meurt le 28 mars 2006 d'un cancer du foie. Jerry, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a en fait été reconnu coupable pour 3 meurtres, puisqu'il en a avoué 3.
alors qu'on le soupçonne dans plus de 12 en fait. Donc on n'aura jamais la conclusion certaine et sûre à 100% que c'est bien lui. Mais ce sont des soupçons encore une fois, donc voilà. Mais lui il a avoué 3 meurtres. En plus de ça il a fait plein d'agressions, donc c'est vraiment dégueulasse, très franchement dégueulasse, comme tous les tueurs en série. Hein. Mais voilà, c'était la vidéo de Jerry Brudos, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que Mindhunter c'est une série qui est super au niveau des tueurs en série, il la traite super bien. Donc moi j'adore toujours faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!